Just ordinary people, we can do things, we can change the world. Eh bien voilà, bonjour. On est sur le premier plateau organisé par Résonance et la Maison de l'Image sur les cinémas d'Europe. Et aujourd'hui, on est là pour parler de jeunes dans le cinéma. Et on accueille avec plaisir Laura Wandel. Juste avant que je vous laisse vous présenter, on va vous montrer un petit reportage sur les cinémas d'Europe qui a été tourné par un groupe de jeunes accompagné par Résonance. « 2021 marque le retour des rencontres des cinémas d'Europe du 13 au 21 novembre. La 23e édition de ce festival, portée par l'association Grand Écran et la Maison de l'Image, en partenariat avec le cinéma Le Navire, propose dans différents lieux une programmation de plus de 70 films européens produits dans l'année. De nouvelles expériences vous attendent, telles des expos photos, un cinéma-concert électroacoustique, une librairie, des espaces VR, des ateliers jeunes publics, des battles de courts-métrages. C'est aussi l'occasion de découvrir un cinéma militant et féminin qui saura traduire le travail des femmes dans le secteur de la culture et du cinéma en particulier. Alors, célébrons ensemble la diversité et la qualité des cinémas d'Europe et laissez-vous tenter par l'aventure. Bonsoir, vous Bonsoir. êtes au Cinéma d'Europe. Vous pouvez me dire quel film vous venez voir ce soir? Je viens voir La fièvre de Petrov, un film russe apparemment. Pourquoi vous venez au Cinéma d'Europe? Éventuellement, vous ne trouvez pas dans le cinéma plus populaire? Justement, la variété, le fait que vous pouvez voir des films qui viennent de toute l'Europe et ouverts à tous en fait. Ça, c'est des films que jamais j'aurais eu l'occasion de voir s'il n'y avait pas ce festival ici en Ardèche, parce qu'en Ardèche, on ne fait pas qu'élever des chèvres. On a aussi la chance d'avoir un super festival et je vous dis, ça permet de s'ouvrir un petit peu sur ce qui se passe ailleurs qu'en France, parce que d'autres acteurs, d'autres ambiances, et puis des régions magnifiques, des pays magnifiques aussi à découvrir à travers le cinéma. Et bien voilà. Du coup, on revient à toi. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter peut-être ton parcours? Oui, donc je suis Laura Wendel, je suis réalisatrice. Je suis rentrée à l'IAD, qui est une école de cinéma en Belgique, quand j'avais 18 ans. Enfin, même, 18 ans. J'avoue qu'à ce moment-là, je connaissais absolument rien du cinéma. Mais c'est certains films que j'ai vus qui m'ont donné envie de faire du cinéma. En fait, j'ai été tellement émue par ces films, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Et aussi par la force empathique qu'est le médium du cinéma. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire pareil, mais en ne sachant pas du tout qu'est-ce que ça représente,
voilà, qu'est-ce que c'est exactement. Donc j'ai passé l'examen d'entrée de l'IAD. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'IAD, ils acceptent plus ou moins 50 élèves en première année. Et après, il y en a 15 qui sont retenus. Donc l'avantage, c'est qu'on a 1 an pour faire ses preuves. Et en fait, cette année-là, je me suis rendu compte un peu plus de ce que c'était. Et surtout, je me suis retrouvée avec des gens de plus de 30 ans qui avaient déjà fait des plateaux, qui avaient déjà fait des tournages, qui avaient beaucoup plus d'expérience. Et ça m'a fait mûrir très très vite. Et donc, voilà, je me suis rendu compte que ça me plaisait quand même assez fort. Donc j'ai tout fait pour continuer, pour me battre. Et puis, la deuxième année, on est 7 à pouvoir faire une fiction. Et puis 4. Donc voilà, en tout cas, cette école m'a appris à avoir un point de vue et surtout une volonté de jamais rien lâcher. Donc après, j'ai travaillé sur des tournages parce que je sentais que j'avais besoin de me confronter à la réalité du milieu, ce qui n'est rien à faire. Être à l'école, c'est pas la même chose que d'être dans la vie professionnelle. Et donc voilà, j'ai vraiment fait plein de choses. Autant j'ai fait la régie que costume, déco, et ça m'a permis notamment de rencontrer des gens avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Et puis j'ai réalisé un premier court-métrage en co-réalisation avec un comédien qui s'appelle Gaëtan D'Agostino. Et puis j'ai réalisé un autre court-métrage que j'ai réalisé cette fois seul, qui était en 2014 en compétition officielle à Cannes. Et puis mon premier long-métrage. Voilà. D'accord. Du coup, qu'est-ce que l'IAD? Je ne connais pas du tout. Pardon? L'IAD, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une école de cinéma en Belgique. Oui. D'accord. Ok, bon, merci. Pouvez-vous nous faire un petit résumé de votre film Un monde? Oui. Alors c'est l'histoire de Nora qui a 7 ans et qui arrive dans la même école que son grand frère Abel. Et en fait, elle va vite se rendre compte qu'il est victime de harcèlement. Et elle va être prise dans un conflit de loyauté entre devoir s'intégrer à cette nouvelle micro-société qu'est l'école, vouloir aider son frère, mais en même temps, son frère lui demande de garder le silence, et en même temps, leur père demande à Nora de lui raconter ce qui se passe. Donc voilà, elle est vraiment prise entre plusieurs choses, et je voulais en fait ramener le spectateur à ce premier moment de confrontation avec l'autre. Surtout, voilà, le point de vue de cet enfant qui sort du cocon familial et qui se retrouve confronté à une micro-société et surtout aux premiers enjeux d'intégration, des besoins de reconnaissance, qui finalement, ces enjeux d'intégration et des besoins de reconnaissance, on retrouve tout au long de notre vie. Mais j'ai l'impression que c'est un des premiers moments où on les rencontre. Et surtout, on a tous été minimum 12 ans de notre vie à l'école, 8 heures par jour. En fait, on connaît tous ça. Donc voilà, je me suis dit que j'avais envie de ramener le spectateur à ce moment-là, parce que je pense, mine de rien, que ça influence beaucoup après notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Il y a des choses qui s'ancrent en nous, en fait, à ce moment-là précisément. D'accord. Et alors, du coup, d'où est-ce qu'elle est venue, cette idée, cette envie de faire partager ça aux gens dans une salle de cinéma? Mais en fait, ça peut paraître bizarre, mais la première idée, elle vient souvent de la volonté d'explorer un lieu. Et je sentais que j'avais envie d'explorer le monde de l'école. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été observée pendant des mois dans des cours de récréation. J'ai interrogé des instituteurs, des directeurs d'école, et j'ai besoin d'ouvrir mon champ de vision pour après savoir ce que je veux raconter plus précisément. Et après est venue l'idée de la fratrie, donc qui est entre guillemets mise à mal par ce nouveau monde, parce que symboliquement, on est tous frères et sœurs, mais j'avais envie de montrer qu'est-ce qu'on est prêt parfois à abandonner de soi par rapport à ces enjeux d'intégration. D'accord. Est-ce que c'est compliqué de travailler avec des jeunes enfants de cet âge-là? Évidemment, oui, c'est compliqué, je vais pas mentir, c'est compliqué et en même temps c'est hyper enrichissant. En fait, c'était un très très long travail, on travaille avec les enfants. Bon, alors déjà, on a organisé un
un simple casting, entre guillemets. Enfin, j'ai quand même vu plus ou moins 200 enfants, mais je savais que si je me gourais au casting, le film allait être foutu. Puisque tout le film repose sur les épaules d'une enfant et tout le film est vu à travers le regard d'une enfant. Donc je sentais qu'il fallait absolument que je trouve une enfant qui ait les épaules, qui ait une volonté. Et en fait, j'oublierai jamais le jour où Maya, donc qui joue le personnage de Nora, est arrivée le premier jour du casting. Elle est arrivée et du haut, parce qu'elle avait 7 ans, du haut de ses 7 ans, elle me dit « Moi, je veux donner toute ma force à ce film. » Enfin, c'est quand même, moi, personnellement, ça m'a bouleversée. Et vraiment, elle l'a fait, en fait. Vraiment, elle était incroyable, vraiment incroyable. Et alors, une fois qu'on l'a choisie, ben, on a orienté tout le casting en fonction d'elle. Et alors, en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est j'aime beaucoup travailler tout ce qu'il y a autour du scénario. Surtout avec des enfants. En fait, les enfants n'ont jamais reçu le scénario, ils n'ont jamais lu le scénario, parce que je sentais que j'avais envie en fait, qu'ils aient aussi une part de créativité et qu'ils participent à l'histoire. Et une des choses que j'ai fait, par exemple, avec Maya, je pense qui a vraiment aidé au film et qui a aussi aidé à notre relation, c'est je lui ai appris à nager parce qu'elle ne savait pas nager. Dans le film, il y a des scènes de piscine. Et ça a renforcé un lien très très fort entre nous. Et puis le travail avec les enfants, en tant que tel, ça a mis... on a travaillé plus ou moins 3 mois avant le tournage, tous les week-ends, avec une méthode assez particulière. En fait, pour les amener au scénario, ce qu'on faisait, c'est que déjà, j'ai travaillé avec une orthopédagogue. Donc, c'est pas moi qui ai inventé cette méthode, mais ce qu'on faisait, c'est que on leur expliquait le tout début d'une situation. Et alors, on leur disait, à votre avis, qu'est-ce qu'ils pourraient dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Donc, ils proposaient des choses. On les rectifiait, on les amenait toujours plus ou moins là où on voulait. Puis, on leur demandait d'improviser pour encore proposer des choses qui puissent aussi intégrer l'action au niveau de leur corps. Et parfois, ils proposaient des choses tellement plus intéressantes que ce que j'avais écrit, que je réécrivais. Et la dernière étape, c'était, on leur demandait de dessiner la scène. Et donc, on a parcouru tout le scénario de cette manière, ce qui fait qu'à la fin, eux, ils n'avaient pas un scénario écrit, ils avaient le scénario dessiné par eux. Et donc, au moment du tournage, par exemple, la séquence 10, on ressortait le dessin numéro 10 et ils savaient exactement de quoi parlait la scène, et ça permettait encore de chercher des choses au tournage. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est difficile, mais en même temps, c'était... voilà, c'est une autre manière en fait d'envisager le travail nécessairement avec les enfants. C'est pas la même chose. Mais du coup, il y a aussi une part beaucoup plus ludique. Et moi, j'ai adoré, en tout cas, de ce travail avec les enfants. J'ai adoré, quoi. Vraiment, c'était une des plus belles parties du tournage pour moi. Wow. Parfait. C'est très impressionnant, c'est très beau. Et du coup, c'est un film qui a été aussi un peu écrit par les enfants qui ont joué dedans. Et du coup, est-ce que ce film il s'adresse plus à un public adulte, à un public enfant? Est-ce que c'est un peu un porte-parole pour les enfants qui sont victimes de ce genre de situation à l'école? Moi, je dirais que ça s'adresse aux deux. Maintenant, c'est ce que je dis toujours. On me demande souvent à partir de quel âge s'adresse ce film. Moi, je dirais que en fait, c'est presque aux parents à juger, parce que voilà, chaque enfant est différent, chaque enfant a sa propre sensibilité, et c'est aux parents à juger en fonction de la sensibilité de leur enfant. Si je devais vraiment dire, je dirais, je sais pas, peut-être à partir de 10 ans, mais ce qui est important, c'est qu'ils soient accompagnés après, parce que c'est vrai que voilà, c'est un film pas évident, hein, parce que en fait, c'est un film violent, mais ce qui est violent, c'est que la violence n'est pas... Si, elle est montrée à certains moments, mais de manière très très furtive, mais surtout la violence est toujours suggérée, et c'est ça qui est violent en fait. Donc oui, voilà, donc je dirais vraiment les deux. Et en tout cas, de ce que j'entends, par exemple, il y a eu une projection à Argenteuil où le film a été montré à plus ou moins 900 enfants. Et apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est que, et ça je trouve ça hyper intéressant, c'est les personnes qui encadraient la projection disaient aux enfants, si jamais c'est trop dur pour vous, que vous vous sentez pas bien, que ça vous touche trop, vous levez la main, vous demandez pour sortir. Et il y en a quand même beaucoup qui sont sortis, voilà, qui étaient en pleurs, tout ça, mais ce qui est fou, c'est que en fait, ça leur a permis d'extérioriser des choses et d'exprimer des choses, et apparemment, pour certains, ça leur a même permis de raconter des choses à leurs parents qu'ils n'auraient jamais raconté s'ils n'avaient pas vu ce film. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que après, ces enfants continuent d'être suivis par rapport à ça. Donc voilà. Waouh.
C'est super, du coup, c'est un film, vous faites un peu voix des enfants, mais ça leur donne aussi l'occasion de s'exprimer. C'est super. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que en fait, il y a plein d'enseignants qui le demandent pour le moment. Et en fait, c'est ça qui est très beau, c'est qu'au départ, c'est un objet cinématographique et c'est devenu, il dépasse le fait d'être un simple objet cinématographique. Maintenant, il devient en fait un outil aussi pédagogique. Ce qui est, enfin voilà, franchement, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Donc voilà. D'accord. Si on vous dit les jeunes au cinéma, qu'est-ce que ça vous évoque? Dans quel sens? Comment dire? Est-ce que vous trouvez que beaucoup de jeunes va au cinéma ou... Est-ce qu'ils sont bien représentés au cinéma? Les jeunes? Oui. Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression, en tout cas, enfin, ce que je peux dire par rapport à mon film, c'est que c'est vrai que c'est un film assez radical, donc on est tout le temps à hauteur d'enfant et le hors-champ participe beaucoup dans ce film. Et donc on est presque tout le temps sur le visage de cet enfant et tout autour, c'est flou et tout ça. Et les jeunes qui l'ont vu, certains jeunes sont assez... Enfin, ils me disaient, mais pourquoi on ne voit pas le reste? Pourquoi nous, on a envie de voir le reste? Pourquoi c'est pas un film normal? Mais ça, je trouve ça génial, en fait, de les confronter à un autre cinéma. Parce que j'ai l'impression, mais je ne vais pas faire des généralités, qu'ils sont assez formatés à un certain type de cinéma. Et en tout cas, j'ai l'impression que ce film, mais plein d'autres évidemment, leur permettrait peut-être d'élargir leur champ de vision. Parce que ce film, c'est hyper important pour moi de faire participer le spectateur. Moi, ça ne m'intéresse pas que... J'ai envie que le spectateur, j'ai pas envie qu'il soit endormi. J'ai envie qu'il participe et c'est pour ça que leur champ a une grande place. J'ai envie qu'il projette des choses de lui, oui, j'ai envie de le secouer en fait. Voilà. Donc, si je devais répondre à la question, en tout cas, il y a un truc aussi, en tout cas en Belgique, parce que je ne sais pas comment ça se passe en France, mais il y a un manque d'éducation à l'image, quoi, vraiment très très fort. Je trouve que, je comprends. J'avoue que je ne comprends pas trop parce qu'on est quand même dans un monde d'image, or il n'y a pas d'éducation à l'image, donc c'est un peu bizarre et j'espère quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça. D'accord, super. On a presque fini, donc on a encore 2 petites questions un peu plus légères. On a sûrement des jeunes qui nous regardent et qui ont peut-être envie de devenir réalisateurs, réalisatrices. Est-ce que vous auriez 3 astuces à leur donner pour devenir réalisateur? Je dirais le premier truc, c'est de jamais rien lâcher. Voilà, c'est de jamais rien lâcher et de se battre pour défendre ce qu'ils ont envie. Ça, c'est vraiment, dans ce métier, c'est sûr, si on n'a pas une volonté de faire, c'est un peu compliqué. Mais je crois qu'il faut aussi faire confiance à ses intuitions. Ça, c'est aussi... en tout cas, je peux dire que par rapport à mon expérience, mais ça, c'est vraiment important. Et la troisième chose... oui, je dirais, essayer de développer sa patte de cinéaste. Voilà, mais pour ça, il faut être bien entouré. Mais ça rejoint sans doute le fait de faire confiance à son intuition. Mais oui, c'est ça, c'est défendre quelque chose et jamais rien lâcher. Voilà. D'accord. Et la dernière question que je laisse à Tristan. Merci. Est-ce que vous auriez un top 3 de films à conseiller que vous aimez particulièrement? Je dirais... Bon, là, je vais parler un peu de films belges. Moi, je trouve un des films, entre autres, qui m'a bouleversée, un film belge, c'est Le Fils des frères Dardenne. Ça, c'est vraiment splendide. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Peut-être le goût de la cerise de Abbas Kiarostami et je dirais L'humanité de Bruno Dumont. D'accord, merci. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être venu. Donc, votre film Un monde passe au navire?
Mercredi. Mercredi. 20h30, aujourd'hui à 20h30. Si vous voulez y aller, allez-y. Et nous, en attendant, on va diffuser un petit film réalisé par un autre groupe de jeunes sur justement les jeunes. Qu'est-ce qui intéresse les jeunes au cinéma? Voilà, si vous voulez regarder le film, vous êtes bienvenus évidemment. 774 divisé par 7767. Du pain entier enrichi, mais oui, bien sûr, bien sûr. Chers collègues, savez-vous ce qu'aiment les jeunes au cinéma? Je crois qu'il est l'heure de l'expérience. Mais ma foi, vous avez raison. Chers collègues, la courbe oscillatoire est parfaitement normale. Elle ne bouge pas. Cela signifie qu'il ne se passe strictement rien. Le taux dans leur film n'est pas assez conséquent. Ce n'est point ça que nous cherchons. Eureka! Il faut standardiser tous les films en super-héros! Tous les films en super-héros, là. Bonjour, on voudrait 5 places s'il vous plaît. Bonjour, pour les cinémas d'Europe? Et voilà, bonjour.
bonjour Milena, on est de retour sur le plateau qui parle de jeunes au cinéma. Et donc on a quelques questions pour vous. Vous avez travaillé sur le film L'été, l'éternité, qui est diffusé jeudi au cinéma Le Navire. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être votre parcours ? Bonjour, je m'appelle Milena, ça vous le savez. Je vis et je travaille à Marseille, mais j'ai grandi ici, à Vaisseau, donc juste à côté. Et j'ai découvert le cinéma à la rencontre des cinémas d'Europe, où je suis bénévole depuis mes 14 ans. Et donc je suis très contente de venir cette année présenter un film sur lequel j'ai travaillé, sur lequel j'ai donné beaucoup d'énergie et puis beaucoup d'amour aussi. Et donc voilà, c'est un film effectivement sur la jeunesse, sur lequel j'ai travaillé, sur le deuil dans la jeunesse, donc c'est un thème assez particulier qui n'est pas souvent abordé. Et donc j'ai travaillé comme directrice de casting. J'ai fait tout le casting avec la réalisatrice en fait. Ça a consisté à d'abord chercher tous les rôles, tous les personnages, et ensuite on a travaillé aussi ensemble sur les répétitions et la réécriture de scénario en vue du tournage. Puis sur le tournage, j'étais script, qui est aussi mon métier, et assistante tout. On était une toute petite équipe, donc finalement j'ai fait beaucoup de postes pendant ce tournage-là. Et sinon sur mon parcours, c'est vrai que j'ai pas tout à fait répondu, donc j'ai grandi ici. J'ai fait des études à Aix-en-Provence, plutôt en sciences humaines, en prépa puis en histoire. Et après, j'ai bifurqué vers le cinéma et vers le cinéma documentaire plutôt. Ma formation est documentaire. Et c'est ça qui m'a amené, la fin de cette formation qui m'a amené à rencontrer Émilie Ossel, la réalisatrice qui cherchait quelqu'un pour l'accompagner sur le casting. Et souvent, il y a pas mal de gens qui font du casting qui viennent du documentaire parce qu'on a une approche du réel et une approche des gens, de savoir se mettre à l'écoute, de sentir les gens. Qu'on entraîne beaucoup dans le documentaire, et c'était un peu ce qu'elle cherchait. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est très bien, bravo. Tout à fait. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre film L'été, l'éternité ? Alors, ce n'est pas mon film, mais oui, sur lequel vous avez travaillé. Sur lequel j'ai travaillé. Non, mais voilà. Alors, quoi en dire ? Moi, en tant que spectatrice, je ne veux rien savoir sur les films avant de les voir. Ah. Donc même là, je vais voir des films, je ne sais pas ce qui se passe dedans. Donc, j'ai juste dévoilé effectivement que c'est un film qui parle de la perte à un jeune âge, et avec beaucoup de grâce et de fragilité aussi. Et c'est vraiment un film que la réalisatrice, donc Émilie Ossel, a essayé de nouer autour de cette question de la perte à un jeune âge. D'où le titre aussi, L'été, l'éternité, puisque c'est un film d'été qui se passe en plein été, avec une bande de jeunes. J'en dirai pas plus peut-être. D'accord. Faut laisser un petit peu de surprise, c'est sûr. C'est ça. Alors, donc tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez script de métier. Peut-être expliquer s'il y a des gens qui ne connaissent pas ce métier, et puis comment vous êtes devenu script. Alors, c'est très difficile de parler du métier de script parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas pouvoir faire ça en 10 minutes, donc j'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Déjà, c'est un métier que j'ai découvert ici au Cinéma d'Europe. En 2015, il y avait la script Sylvette Baudreau qui était invitée, qui est un peu The Script. C'est la seule script à avoir une page Wikipédia parce qu'elle a travaillé sur quasiment tous les films d'Alain Resnais. Elle travaille avec Hitchcock, Tati, Costa Gavras, Polanski, j'en passe. Et pour le dernier, bref. Et donc, c'est elle qui m'a inspirée, ce métier, parce que moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans le cinéma. Ça m'attirait, mais je ne voyais pas trop où pouvait être ma place. Et quand elle en a parlé, je me suis dit, tiens, c'est exactement ça, en fait, qu'il faut que je fasse. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert. Et donc là, je vais d'abord sur la formation, parce qu'en fait, le métier de script, c'est très particulier. Il n'y a pas beaucoup de formation. À la FEMIS à Paris, qui est donc The École de cinéma en France, ils en forment 4 tous les 2 ans, des scripts. Et après, il y a, je crois, le conservatoire du cinématographique. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je sais qu'il y a une formation. Et il y a l'INSAS à Bruxelles qui en forme, mais c'est souvent des doubles cursus, en fait, montage et script.
Et puis il y avait un concours à Bruxelles, il y avait des maths, donc clairement je ne me suis pas dirigée vers ce concours. Et donc je me suis lancée un peu comme ça sur ce métier. Donc comment le décrire? La script, parce que déjà historiquement c'est plus des femmes, enfin pas que historiquement, mais actuellement c'est plus des femmes. En France, parce que je sais qu'aux États-Unis il y a plus d'hommes, mais je n'ai jamais vu de chiffres là-dessus. Donc c'est un métier féminin. Pourquoi? Parce que historiquement c'était le producteur qui envoyait sa secrétaire sur le plateau de tournage pour surveiller en fait ce qui se passait pendant la journée. Et petit à petit, en fait, comme on avait cette personne qui était là, qui était disponible, et comme on sait que les femmes sont censées pouvoir faire plein de tâches en même temps, on lui a confié plein de trucs à faire. Donc on lui a rajouté de compter les bobines qu'on avait fait, donc le temps qu'on avait tourné, donc quel comédien était là, combien de plans on avait fait, combien de séquences on avait fait dans la journée, est-ce qu'il y avait eu des accidents, est-ce que quelqu'un s'était blessé, est-ce qu'il y avait des chiens, est-ce qu'il y avait des figurants, bref. Donc ça c'est un document qu'on remplit encore, qui s'appelle le rapport de production, et qui n'a finalement plus rien à voir avec le cœur de notre métier. Et souvent, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est encore nous qui faisons ce document, parce qu'on fait beaucoup d'autres choses. En tout cas, voilà, la base, c'est ça. Et finalement, au fur et à mesure de l'histoire du cinéma, le montage s'est complexifié, puisqu'avant, on faisait plutôt le début du cinéma, c'est des plans séquences. Et après, on a commencé à vouloir jouer des raccords mouvements, des montages alternés. Et donc là, on s'est rendu compte que ça créait des règles pour le montage, que ça complexifiait le tournage, et donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui garde un œil sur la continuité. Donc en anglais, le premier nom de ce métier, c'est continuity, et il y a beaucoup de pays où on dit continuity pour script. D'ailleurs, en France, à un moment, je crois que ça a été appelé continuité aussi. Et donc finalement, la script, c'est maintenant la garante, la gestionnaire aussi de la cohérence générale du film. Parce que comme on tourne un film dans le désordre, c'est comme si on faisait des pièces de puzzle, mais dans le désordre. Donc à un moment, il faut que quand on va récupérer toutes les pièces du puzzle au montage, qu'on les colle, il faut que ça s'emboîte. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille que tout ça s'emboîte, donc sur des règles ultra basiques de raccords costumes, de raccords accessoires, cheveux, maquillage, déco, par exemple, lumière. Et après, sur des règles un peu plus complexes, qui sont celles de la grammaire du cinéma, dont on ne se rend pas compte. En fait, c'est quand on lit un livre, quand on lit une phrase, on n'est pas en train de se dire tiens, il y a un déterminant, un sujet, un verbe. En fait, on lit juste la phrase et on comprend son sens, même si on connaît les règles. Et dans le cinéma, c'est pareil. En fait, notre cerveau, il est habitué à se recréer des images spatio-temporellement, à se recréer un film, parce qu'il est habitué depuis qu'on est tout petit à lire les images dans un certain sens. Donc il y a plein de règles de grammaire en fait. Donc la script, elle regarde beaucoup ça. Et dans cette histoire aussi de cohérence, de continuité, il y a, donc j'en ai parlé un petit peu, mais le spatio-temporel du film. Donc on fait un premier document qui s'appelle la continuité, qu'on fait en prépa, et qui reprend tous les décors, intérieurs, extérieurs, les personnages, ce qui se passe dans la séquence. Un autre truc dont je parlerai après, parce qu'il y a encore un autre truc dans le métier de script qu'on fait. Et pourquoi on dit script aussi maintenant? Parce que c'est la seule personne sur le plateau qui a le scénario en entier. Les autres ont ce qu'on appelle un jour à jour, donc il y a juste les textes qu'on va tourner dans la journée. Donc la script, c'est la personne, quand on dit aussi la garante de la mise en scène, parce que c'est l'allié principal du réalisateur ou de la réalisatrice. Sur toutes les questions de mise en scène aussi. Donc de comment on va passer d'un texte qui est une littérature et qui est aussi un fantasme dans le cerveau du réalisateur ou de la réalisatrice, à une mise en forme, que ce soit techniquement, où est-ce qu'on va mettre les caméras, comment on va découper tout ça. Donc quel sens ensuite on va donner au montage, dans la narration cinématographique, mais aussi dans la mise en scène, dans la direction d'acteurs. Donc on a vraiment en fait notre mot à dire sur tout. Parce c'est le seul poste qui fait le lien entre toutes les minuscules petites tâches que font tous les gens de la chaîne du plateau du tournage. Donc on a aussi notre mot à dire sur... Enfin, pas notre mot à dire, mais on surveille aussi que la matière qu'on va sortir soit utilisable et montable et suffisante, et que vraiment, au montage, on n'ait aucune mauvaise surprise. Donc je regarde aussi qu'il y ait bien la mise au point, qu'il n'y ait pas de problème de lumière, qu'on ait bien toutes les répliques, que toutes les répliques soient intelligibles. Donc il y a tout un truc aussi, un volet, vraiment c'est la jonction entre la technique, la narration, entre le texte et le film, entre le fantasme du réalisateur, de la réalisatrice, et le travail réel avec les acteurs et l'équipe sur le plateau. Donc moi,
les scripts se positionnent, je pense, différemment selon comment elles travaillent. Mais moi, je suis très proche justement de la direction d'acteurs aussi, parce que bon, je fais du casting aussi, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'aime bien et que je trouve super intéressant. Donc ça, j'ai parlé de quasiment tout, mais pas encore tout, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit et qui vient justement aussi de la base du métier. La script sur un plateau de tournage, on va toujours le reconnaître parce qu'elle a 1 milliard de papiers ou un iPad maintenant et qu'elle a un chrono autour du cou. Alors pourquoi un chrono ? Parce qu'en fait, un film, il doit faire, selon ce qu'on vise comme diffusion, 90 minutes, 52 minutes, 26 minutes, 20 minutes. Enfin voilà, en général sur le court-métrage, on est en dessous de 15. Et donc en prépa, moi quand je reçois un scénario, je minute, donc je lis le texte. Et j'en parle avec le réalisateur sur le rythme du film, ou la réalisatrice, sur le rythme du film qu'il ou elle imagine. Et donc, parce que parfois ça peut être une ligne, mais en fait, on sent qu'il y a une durée, que le réalisateur souhaite faire durer quelque chose pendant un moment. Et donc, je préminute pour savoir combien de temps durerait chaque séquence, pour obtenir ensuite à la fin la durée totale du film estimée. Et ensuite, sur le plateau, je minute, c'est-à-dire que quand je déclenche mon chrono action, je le coupe à couper et je vois combien de temps ça a duré. Et du coup, on en parle parce que je dis si on est beaucoup au-dessus, il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on vise quand même à ce que le film rentre dans 90 minutes et qu'on ne soit pas obligé, par exemple, de supprimer des séquences. Mais en général, c'est plutôt dans le sens où on en a fait trop, il faut qu'on en enlève un peu. Et ça, à la limite, c'est quand même moins gênant que quand il n'y a pas assez de matière. Là, ça poserait vraiment problème. Donc à la fin de la journée, sur mon rapport de production, je note tout ça. Et au fur et à mesure de chaque séquence, de chaque plan, de chaque prise, je note sur un rapport montage tout plein d'indications pour le monteur ou la monteuse, pour l'aider à se repérer dans toutes ces pièces de puzzle qu'on a fait dans tous les sens, qu'il ou elle sache dans quelle prise prendre quoi, est-ce qu'il y en a qui se mélangent, est-ce qu'il y a des problèmes de raccord dans celle-ci, est-ce que dans celle-là la réplique est bonne mais elle n'est pas dans l'autre, mais par contre elle était bien. Donc, voilà. En fait, c'est une espèce d'énorme gymnastique de cerveau où quand on active des milliards de filtres dans notre tête pour regarder au moment d'action, on regarde tout. Il faut réussir à pouvoir dire entre deux prises, quand on va très vite dans le cinéma, tout ce qu'il faut dire pour qu'on la refasse et que ce soit bien, et qu'on ait ensuite tout ce qu'il faut. Et donc, il y a vraiment... C'est très intense et c'est un métier qui est... donc, comme je disais, étant un métier féminin aussi et travaillant dans ces conditions, en fait, c'est un métier qui est très peu reconnu. Aussi parce que sa spécificité, c'est que c'est un des seuls postes au cinéma où on ne pourra jamais voir ce qu'on a bien fait dans le produit fini, uniquement nos erreurs. Donc, en fait, on peut pas décerner, par exemple, un César de la meilleure script parce qu'en fait, le but de la script, c'est de faire disparaître les choses. Donc, ça se rapproche beaucoup d'un travail domestique où faire le ménage, c'est faire disparaître ce que les autres ont laissé. Mais on se rend rarement compte de quelqu'un qui a fait le ménage. Quand on arrive, on dit « t'as fait le ménage ?» Bon, là, c'est un peu ça. Et puis, c'est un métier, du coup, sur lequel les productions mettent moins d'argent que dans les autres. Et pourtant, on demande aucun matériel. Beaucoup, ouais. Et on fait beaucoup de choses. Donc, il y a rarement des assistantes ou des stagiaires. Alors que tous les autres métiers du cinéma fonctionnent en stagiaire, troisième, second, premier assistant, chef de poste. La script, c'est script. Il y en a une. Et pourtant, ça fait partie un peu des 4-5 postes qui sont au sommet de la hiérarchie, on va dire, du plateau de tournage. Même si j'aime pas vraiment dire ça, parce que c'est pas vraiment une hiérarchie, mais... Et la script est 4 fois moins rémunérée que les 4 autres postes qui sont plutôt des postes masculins. Donc c'est un métier qui charrie aussi beaucoup d'imaginaire. On dit toujours qu'on est des vieilles filles, qu'on est aigris. C'est un métier qui est vraiment très, très, très à part dans le cinéma par rapport aux autres. Et donc dans la difficulté de se former aussi, parce qu'en général, on se forme avec des stages et que c'est très compliqué quand on veut être script de trouver un stage ou un poste d'assistante rémunérée. Alors là, c'est un truc, pour qu'une prod veuille vraiment mettre de l'argent pour prendre une assistante script rémunérée, c'est en général sur des très grosses séries où il y a une script vraiment qui a dit « moi je ne travaille pas sans ça ». Et donc c'est pour ça que moi pour me former, j'ai envoyé des lettres manuscrites à toutes les scripts de France qui font partie du syndicat des scripts en leur disant « voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que vous pouvez me prendre comme assistante ?» Et j'ai eu plein de réponses qui m'ont dit « bah ouais, mais bon, j'ai jamais le droit à une assistante ». Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui m'ait répondu. Et donc, j'ai pu être assistante script sur un téléfilm, Crime en Luberon, un chef-d'œuvre de France 3.
Et c'était une super expérience. Et après ça, je me suis un peu lancée. L'été l'éternité, c'était un peu mon deuxième coup d'essai. Où en gros, j'avais dit, puisque j'ai fait le casting et que j'ai donné pas mal de mon temps, bénévolement, sur le tournage, j'aimerais bien être au tournage. Ça, de toute façon, dès le début, il me l'avait dit. Et j'ai dit, du coup, j'aimerais bien être script. Mais le problème, c'est que comme c'est un film à petit budget, encore une fois, c'est ce poste-là qu'on a tendance à... Donc j'ai fait d'autres choses en même temps, j'ai pas fait que ça. Parce qu'il n'y avait pas l'argent de faire plus. Et pourtant, ça aide tellement les monteurs, en fait, d'avoir ce partenariat-là, quoi. Voilà, donc c'était compliqué. Je m'entraîne beaucoup pour parler de ce métier, parce qu'en fait, il y a tellement de choses que c'est... Voilà, j'espère que j'ai été claire et que j'ai pas pris trop de temps. C'était clair et intéressant. Tu prends la suite? Oui. Est-ce que c'est compliqué de travailler avec des jeunes Notamment pour le casting. En tant que comédien? Ouais, en tant que comédien. Je dirais que ça dépend. Parce que c'est vrai que c'est un peu ma... j'aime beaucoup travailler avec les jeunes, j'aime beaucoup les ados. Juste que j'en suis pas encore très loin aussi peut-être, mais voilà, c'est un peu ce qui nous a rapprochés avec Émilie Hossel, parce qu'elle fait que des films sur l'adolescence. Et moi, je venais de faire un documentaire là-dessus, donc c'est vraiment un âge que je trouve génial. Et je dirais que ce qui est pas mal avec les jeunes comédiens, quand ils commencent, c'est qu'ils ne sont pas encore complètement starbés. Parce que quand même, on va pas se mentir, la plupart des comédiens, c'est quand même des gens qui ont un peu croisé les skis, quoi. C'est-à-dire qu'à force d'être tellement assistés, parce que comme on doit aller vite dans le cinéma, en fait, il y a un rapport entre le temps et l'argent qui est si fort qu'il y a plein de choses qu'on va faire pour essayer d'aller très vite. Et notamment, les comédiens, on va être sûr qu'ils soient prêts à tourner au moment où l'équipe technique est prête à tourner. Donc, il faut qu'ils soient là exactement à l'heure, il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils soient chouchoutés pour que ça marche. J'ai une approche française. Je sais qu'aux États-Unis, ça ne se passe pas exactement comme ça. Ils ne sont pas autant chouchoutés. Parce que, par exemple, en France, si tu as une séquence quand tu es comédien, tu viens juste pour ta séquence et tu rentres chez toi. Aux États-Unis, tu viens toute la journée sur le plateau. Tu restes là, tu es là. Si jamais il y a un truc à faire, tu es là, en fait. Donc ça rend les gens un petit peu... beaucoup de comédiens, pas tous, comme je vraiment généralise pas, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui du coup sont un peu perdus à cause de ça. D'autant plus que, et ça vraiment je comprends tout à fait, c'est qu'en fait, souvent on leur demande pas trop leur avis. En fait, est-ce que tu te sens maintenant de faire une scène où tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps parce que tu dois jouer que tu as perdu ta mère, par exemple? On va pas leur demander en fait s'ils sont vraiment prêts, parce que nous on est prêts techniquement et eux ils doivent le faire. Donc je sais qu'il y a aussi c'est une manière pour les comédiens de prendre un peu de pouvoir sur l'équipe technique et honnêtement ça se comprend, parce que les seuls qui s'exposent vraiment dans tout ça, c'est eux. Parce que eux, c'est leur image, c'est leur voix, c'est leur personne, c'est leurs sentiments qu'ils exposent, alors que nous on est cachés derrière la caméra tranquillement. Et personne ne pourra jamais nous incriminer de quoi que ce soit à ceux qui ont la responsabilité. Même le réalisateur, au final, souvent c'est un peu plus flou pour les gens. Et donc les jeunes comédiens, quand ils arrivent et qu'ils sont tout frais, tu leur dis tiens, porte-moi cette caisse de matériel, reste là, va pas faire ta pause, aller à la table régie toutes les 2 secondes. Et ben ils restent. Et du coup ils sont hyper contents d'être là. Et donc moi je fais hyper gaffe quand je travaille avec des jeunes comédiens à essayer de leur donner ces habitudes, d'être très présent avec l'équipe technique, au contraire, parce que justement quand on avance main dans la main et qu'on a conscience on défend tous la même chose, là on est tous dans le même bateau. Ça permet de créer quelque chose de très fort aussi avec eux. Et au final, de plus les concentrer sur ce qu'on fait, de les rendre plus disponibles. Donc moi, j'aime beaucoup travailler avec des jeunes comédiens. Après, il y en a parfois, au bout d'un moment, qui ont une petite phase, je prends un peu la grosse tête et je me prends un peu pour une star parce qu'ils voient que les autres comédiens en font ça. Donc ils ont tous une petite phase comme ça. Mais dernièrement, j'ai travaillé avec un super comédien qui s'appelle Ilyes Kadri, qui était dans la série Les Sauvages et puis dans d'autres courts-métrages. Et lui, c'est le jeune comédien qui m'a le plus bluffé sur son attitude sur le plateau, parce que c'est vraiment un pro, quoi. Il est toujours là. Quand on se retourne, on le cherche. Il est où Ilyes en général? Il faut toujours appeler quelqu'un au toki. Il est où? Non, le comédien, il reste là. Même pour faire la lumière, même pour être en doublure, il reste présent sur le plateau, très concentré. Et à chaque prise, il va faire une proposition de jeu différente. Et ça, vraiment, Alors, les comédiens d'été l'éternité, évidemment, mais c'est plus loin, c'était il y a 2 ans. Mais là, vraiment, Ilyes Kadri, il a 22 ans quand même, mais c'est vraiment... voilà. Après, c'est quelqu'un qui sort de l'armée, donc peut-être qu'il y a un truc aussi un peu concentré.
Mais en tout cas, voilà, il y a une vie chez les jeunes comédiens qu'on trouve aussi chez beaucoup de comédiens plus âgés. Mais j'aime ce rapport, en tout cas, avec des gens plus jeunes, qui sont plus à l'écoute parfois de la critique aussi. D'accord, merci. J'ai encore été très longue, pardon. Mais écoutez, on va continuer sur un petit jeu. On va vous montrer des photos de jeunes, d'enfants. Et vous allez nous dire pour quel rôle vous les auriez pris, vous auriez fait leur casting, ou si vous les auriez pris pour faire un film. Ok. Voilà, donc Très on intéressant. va vous montrer la première photo. Et sur nous, ces photos. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. On dirait une de mes tantes enfant, alors. Dans quel rôle j'aurais pris cet enfant ? Eh ben, je ne saurais dire. À cet âge-là, déjà, j'aurais envie de la mettre dans un film d'animation, donc de la transformer. Mais non, là, je ne saurais pas dire. Là, je sèche, j'avoue. Est-ce que vous voulez essayer de deviner qui c'était ? Vous n'avez aucune idée. Trop tard, ça vient d'apparaître. Ah bah. On se fait cramer, là. On se fait cramer. Et en plus, elle a la même couleur que moi. J'aurais pas deviné, là. Vraiment, non, j'aurais pas deviné. C'est marrant, comme les gens se transforment. Bon, alors, on continue. La prochaine photo. Je me dis que je suis pas physionomiste, c'est grave. Alors, son visage me dit quelque chose, en même temps, je crois que... Non, j'arriverai pas à trouver, je suis nulle. Hein. C'est très compliqué, c'est dur, en hein, plus quand en même. noir et blanc, comme ça. Oui, c'est vrai, en noir et blanc. Alors, qui était-ce ? Puis-je voir ? Mais oui. Brigitte Quand même Fossey. le regard, quand même... C'est marrant, des choses dans le regard, des fois, qui changent pas. La suite, la dernière personne, je pense que c'est la plus compliquée. En plus, il y a un peu un indice quand même sur les photos qui racontent une époque, donc un peu une période, donc ça devrait m'aider. Non, je trouve pas, je suis nulle, hein, vraiment. Je suis déçue, là. Ah ouais. Ah, c'est marrant, donc la photo était pas si vieille que ça, en fait. Et non. C'était le traitement de l'image. C'était le traitement de l'image. Ok. Voilà. Bonne idée, ce jeu. Mais du coup, on a presque fini. On a juste 2 petites questions à vous poser. C'est vos 3 astuces pour rentrer dans le monde du cinéma, pour travailler dedans. Si quelqu'un qui a envie de se lancer. Alors, 3 astuces. La première, voir beaucoup de films. Et voir des films qui ne sont pas forcément ceux vers lesquels on irait le plus spontanément. C'est-à-dire être à l'écoute de films qui peuvent être assez éloignés de nos habitudes ou de notre imaginaire ou de notre monde même. Donc ça. Ensuite, se cultiver beaucoup. C'est-à-dire avoir... pour moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'était d'avoir une richesse un peu pluridisciplinaire. C'est-à-dire que j'avais fait des sciences humaines, j'avais fait de l'histoire... Et puis j'avais fait de la géo aussi, donc je m'étais intéressée à beaucoup de choses. Et je trouve que de pouvoir faire entrer en résonance comme ça plusieurs différentes approches du monde, des choses et des gens, ça permet de cultiver finalement le regard et donc de réfléchir mieux à la question du point de vue aussi, qui est essentiel dans le cinéma. Donc ça c'est très important, je pense, et de la même manière que pour les films, c'est-à-dire d'aller chercher même dans des livres ou même dans des sports, même dans d'autres arts en fait, qui nous semblent n'avoir rien à voir avec le cinéma, parce qu'en fait tout dialogue tout le temps, et de ne pas exclure des époques, c'est-à-dire que justement si on se dit ouais, le Moyen-Âge, en fait il faut aller vers le Moyen-Âge, essayer de voir ce qui a été fait, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, et voilà, parce que je trouve que c'est ça un peu qui enrichit. Et la troisième chose, je dirais que c'est d'oser en fait. Parce qu'on a une époque, et peut-être que c'était le cas aussi avant, mais moi on m'a beaucoup dit « ouais, mais il n'y a pas de débouchés ». En fait, quand on écoute les actualités et quand on y réfléchit, des débouchés, il n'y en a nulle part en fait. Et pourtant, il y a quand même des gens qui travaillent dans le cinéma, il y a quand même des gens qui travaillent dans tous les métiers.
Donc la seule spécificité, ce qu'on peut faire, c'est justement arriver avec un bagage ou avec une particularité et une détermination qui fait qu'en fait on va créer sa place et que c'est nous qu'on va choisir au lieu de quelqu'un d'autre, ce qui est terrible, mais en même temps c'est ça. C'est-à-dire il faut juste se lancer quoi, à un moment et y aller, pas comme ça, mais juste avoir un... Moi, quand je savais que je voulais faire du cinéma depuis toujours, et puis j'ai pas osé tout de suite, et puis du coup j'ai fait des sciences humaines, et en fait il y a un moment je me suis dit ok, là j'ai un bagage, j'ai 21 ans, je suis un peu plus âgée, bon maintenant je me dis bon, j'étais quand même un petit peu jeune, mais c'est pas grave. Dans ma tête j'étais déjà adulte quoi, et j'ai osé au moment où, et il faut vraiment, cette histoire d'être débouché, il faut... Enfin, les parents, il faut leur dire d'arrêter avec ça, et les grands-parents et les conseillères d'orientation et compagnie, parce qu'en fait, des débouchés, il n'y en a nulle part. Donc voilà, il faut juste arriver soi avec un truc qui fait qu'on a envie de travailler avec toi, et c'est tout. Et après, on te fait confiance. Et voilà, savoir que derrière, tu vas gérer. Parce que moi, quand je me suis présentée comme script au début, sans avoir vraiment d'expérience, il fallait quand même que je sache que derrière, je pouvais gérer, ce qui est encore très dur aujourd'hui, parce que je me forme encore. Et des fois, je rentre le soir après le jour des tournages, et je suis là, oh là là, je fais de la merde et tout, c'est nul ce que j'ai fait. Il y a plein de trucs que je comprends pas, il faut que je progresse encore. Mais en même temps, il y a un minimum de choses sur lesquelles je suis aussi à l'écoute et sur lesquelles je peux progresser. Donc il faut être sûr de soi et y aller. Voilà, et pas se casser la gueule, quoi. C'est-à-dire que faire quand même un petit peu gaffe à comment on travaille après. Voilà. D'accord. Et la toute dernière question. Votre top 3 de films à conseiller. Oui, heureusement que j'ai entendu la question tout à l'heure, parce que sinon j'aurais fait. Top 3 de films à conseiller. Du coup, il y en a un que j'ai oublié. Non, je me suis dit que c'était pas mal. Enfin, déjà, les premiers qui me sont venus sont quand même des films en lien avec la jeunesse, donc du coup, je vais continuer dans cette lancée. Le premier, qui est un des films qui m'a le plus touchée et que je trouve les plus justes que j'ai vus, du début à la fin, tout en ayant une magnifique proposition cinématographique. C'est Scheherazade de Jean-Pierre Darmerlin, qui est sorti en 2018. Et il y a Idi Razougli qui joue dans L'été l'éternité, qui est aussi un des rôles principaux dans ce film-là. Et c'est là que je l'ai... c'est dans ce film, je l'ai rencontré au moment de la sortie du film. Et du coup, voilà, c'est un excellent comédien. Ils sont tous très bons et c'est un film magnifique. À voir à partir de peut-être 14 ans, 16 ans quand même. Voilà, vraiment un très beau film. À Marseille. Ensuite, on a Olga, qui était projetée ici, qui sort cette semaine. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, c'est Eli Grapp, du coup, le réalisateur, qui était là cette semaine. Et pareil, encore un film que je trouve sans fausse note, juste du début à la fin, et qui arrive à faire dialoguer l'intime et le politique. Et ça, je trouve ça très, 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 très intéressant comme approche, et avec une comédienne qui est super aussi, qui est très juste du début à la fin, donc trop bien. Et qui m'a retourné. D'ailleurs, depuis, j'ai du mal à apprécier tous les autres films parce que il m'a vraiment foutu une belle claque. Et le dernier, alors le nom de la réalisatrice vient de m'échapper, mais c'est Mustang, un film franco-turc, enfin de production française mais qui tourne entièrement en Turquie. Voilà, sur l'histoire de 5 sœurs en Turquie, donc là dans un univers qui nous est beaucoup plus éloigné. Mais pareil, avec 5 jeunes comédiennes qui ont été très bien trouvées pour fonctionner aussi ensemble comme une fratrie. Enfin, une fratrie, on ne devrait pas dire ça parce que c'est des sœurs, mais une compagnie sororale en tout cas. Voilà, et qui est vraiment très, très, très fort aussi. De manière générale, comme j'ai découvert le cinéma d'Europe, j'aime bien les films qui remuent un peu le bide à la fin. On est un peu là, genre... Voilà, donc Mustang, c'est aussi le cas et je le conseille parce que c'est vraiment un très, très beau film. Voilà. Bon, merci. Je suis contente, je m'en suis bien tirée avec les 3 films parce que franchement, c'est le genre de question qui me fait paniquer en général. Vous êtes très bien sortis, très bien sortis. En tout cas, je vous remercie d'être venu et je vais laisser à ma collègue le mot de la fin. Oui. Merci. On vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc, Sauf sur le jeu, là, j'ai un peu séché quand même. Non, mais c'est pas grave, on avait fait exprès que ce soit dur. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense qu'on a appris plein de choses aussi sur le métier de script. Voilà. Tant mieux, métier méconnu. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le caméra. Bravo.
Tu te demandes sûrement, mais pourquoi diantre adhérer à Résonance? Parce que, si t'as une tanche à la guitare, en adhérant à Résonance, tu deviendras illico, un tueur à la 6 cordes. Ça ne te suffit pas? Tu veux une autre raison? Eh bien, si à chaque fois que tu lances une blague, tu fais un bide, après ton adhésion, toutes tes blagues feront mouche. Tu deviendras THE humoriste de ton quartier. Non, en fait, si tu adhères à Résonance, ce n'est pas pour ça. Au-delà de nous témoigner votre confiance en soutenant nos projets, adhérer à Résonance, c'est nous apporter de la crédibilité auprès de nos futurs partenaires financiers. En devenant adhérent, vous pourrez assister ou même participer à nos futurs tournages, émissions radio, et vous permettra de venir voter lors de nos prochaines assemblées générales. En bref, adhérer à Résonance, c'est prendre part et soutenir un média indépendant, ancré sur le territoire et ouvert à toutes et à tous. Vous pouvez adhérer en ligne sur notre page LOSO, notre page Facebook, ou bien par mail